Et salutations à vous. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter donc les mégacorporations, et plutôt la fin des mégacorporations après la quatrième guerre corporatiste, et la toute-puissance et l'émergence des orbitaux. Dans les orbitaux, alors, je vais d'abord euh, expliciter plutôt la fin des mégacorporations, donc avec la quatrième guerre mégacorporatiste, corporatiste. Bon, tout l'ensemble des méga corporations internationales va disparaître. Elles vont s'étioler et en fait, au lendemain de la quatrième guerre, donc durant l'ère du rouge, on ne va plus parler de méga corporations, mais de corporations qui sont plus dignes de leurs ancêtres du 19e siècle que celles du 21e. Donc voilà, les corporations vont avoir une dimension régionale ou nationale. Et les rares mégacorporations internationales se comptent sur les doigts d'une main. Moi, je pense surtout à WorldSat, donc une mégacorporation américaine qui étend tout un réseau satellitaire de communication autour de la Terre. Bon, elle a subi bien sûr des affres de la quatrième guerre corporatiste, mais elle a survécu. Et après, je pense aussi à une autre corporation qui est quasiment une méga corporation, c'est l'Agence spatiale européenne, l'ESA dans Cyberpunk. Donc là, cette agence, du fait de son autonomie, a atteint, elle est peut-être la plus puissante de toutes les méga corporations, pourrait-on dire, qui apparaissent encore dans les années 2030-2040. Bon, sachant bien sûr que cette agence est quand même la, sous la houlette, sous la protection du gouvernement orbital. Voilà. Donc les orbitaux ont gagné, sont une faction maintenant. Ils existent presque comme un État-nation. Et l'histoire orbitale en fait commence dans les années 90-95 avec le début de la construction de la catapulte électromagnétique du Kilimandjaro, après un accord entre l'Agence spatiale européenne et l'Alliance panafricaine. Bon, il y avait eu déjà une construction d'un premier, d'une première catapulte électromagnétique, un genre de prototype qui avait été construit dans les îles Canaries. Mais celle du Kilimandjaro va augmenter significativement la capacité de fret, de transport de fret vers l'orbite. Nous avons ensuite la fondation de la colonie Tycho, qui va en fait aussi sur la Lune, qui va aussi construire en fait, il va avoir une catapulte électromagnétique qui va être construite et qui va fournir en fait des matières premières aux plateformes orbitales. Et malheureusement aussi cette plateforme électromagnétique va permettre aussi bien sûr l'envoi de rochers lunaires vers des cibles terrestres aussi. Donc il y a après vraiment la première station spatiale vraiment digne de ce nom, disons autonome, totalement autonome et populeuse. C'est la station spatiale Crystal Palace sur la Lune, au point Lagrange I5. Donc sa construction va s'étaler sur plus de 10 ans. Elle va finir d'être construite à peu près dans sa forme la plus étroite parce qu'elle va continuer, elle s'agrandit toujours en fait, hein, la station spatiale Crystal Palace, mais voilà. Et 2011, c'est la fin de la première phase de construction de Crystal Palace et de son autonomie. Il va y avoir justement une tentative terroriste américaine qui vise à s'emparer de Crystal Palace, qui est une zone franche spatiale. Mais en fait, de l'Agence spatiale européenne, par son service d'intelligence et de renseignement, va apprendre les manigances américaines avec ce groupe terroriste. Et malheureusement, c'est le premier avertissement qu'ils font à l'Amérique en disant que s'ils ne renoncent pas, ils vont donc projeter un rocher de 5 tonnes sur Washington.
Donc forcément, les tensions se calment et Crystal Palace est achevé sans aucune acte de malveillance contre son émergence, sa fondation. Il y a peu après, bon après nous arrivons dans les années 2020, donc là bien entendu la quatrième guerre corporatiste qui étend bien sûr le conflit sur l'ensemble du globe. Il y a la fameuse guerre des 7 heures, dont les orbitaux en fait déclarent, donc les orbitaux d'O'Neill 2 déclarent leur indépendance et ils utilisent les catapultes donc électromagnétiques dont ils disposent et projettent en fait des dizaines de rochers lunaires sur des sites stratégiques sur la Terre. Donc la projection de rochers lunaires sur Colorado Springs qui aura cet événement marquera aussi plus tard l'ascension d'Elisabeth Kress, qui sera une des rares survivantes de cet holocauste. Et donc voilà, les orbitaux sont responsables de la chute quasiment de toutes les mégalopoles terrestres. Alors pas à leur nom forcément, par mission interposée des mégacorporations, mais bon, les orbitaux sont quand même très las de faire toutes ces choses horribles, de perpétrer de tels génocides qu'ils réclament leur indépendance, qu'ils auront. En fait, bon, de toute manière, les États-Unis et le Japon capitulent parce qu'ils voient la toute-puissance des orbitaux, de ces frappes orbitales les terrestres ne peuvent quasiment pas les contrer. Et leur pouvoir de destruction est massif, quoi. Au début de l'ère du rouge, donc on voit la toute-puissance des orbitaux et de leur union panafricaine, parce qu'en fait, les orbitaux vont, voilà, c'est pas la toute-puissance des orbitaux, à la fois oui, mais à la fois les orbitaux se rendent compte que en fait, ils sont dépendants des terrestres pour toutes les matières premières, disons, que l'humanité a quand même besoin pour vivre. Donc les orbitaux ont réalisé des biodômes, des biocénoses totalement artificielles sur la Lune. Et ils se rendent compte aussi des limites de tout cela parce que ce sont des milieux totalement artificiels qui sont très, très, comment pourrais-je dire, très fragiles. Ils se sont rendus compte que les moindres pépins dans l'ingénierie, des pannes ou des accidents peuvent réduire à néant des années de travail dans cette biocénose artificielle. Alors que sur la Terre, bon an mal an, nous en savons les limites, la vie animale et végétale se régénère, tant bien que mal. Elle se régénère et puis la biocénose est si complexe que même l'humain a du mal encore à appréhender tous les mécanismes. Alors que dans ces biodômes, les conditions sont très artificielles. Tout est codifié. Voilà, ces biodômes ne survivraient pas sans la présence humaine et sans le travail humain pour les exploiter. Donc, forcément, les orbitaux sont tout puissants, mais limités dans leur puissance et très dépendants des terrestres. Encore plus dans le sens qu'ils les ont braqués et que les terrestres ont grosso modo une grosse, je dirais, une grosse, je ne trouve pas trop le mot, ils ont vraiment la dent dure quoi, envers tout ce que les orbitaux leur ont fait, bon, par l'intermédiaire, c'est sûr, des méga corporations. Mais bon, l'humanité, les terriens reconnaissent que les orbitaux ils sont pour beaucoup quand même pour la destruction massive de leur principale ville. Donc, bon voilà. Mais néanmoins, les orbitaux sont aussi une puissance maintenant certaine que les États, en plus en loc et en reconstruction, doivent prendre en compte. Donc, l'Afrique, bien sûr, qui a noué de très forts liens avec les orbitaux, en sort incroyablement puissante dans ses pactes et ses liens commerciaux avec les orbitaux.
Donc voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur les orbitaux et la fin des méga corporations. Voilà. Donc les orbitaux vont forcément vont être une source aussi, pourquoi pas, de scénarios et de campagnes que pourraient vivre les personnages joueurs. Parce que forcément, les orbitaux vont avoir des intérêts sur la Terre et pourquoi pas aussi non plus à Night City, en plus qui est une zone franche où les orbitaux pourront s'y installer. En plus, ils n'ont pas frappé vraiment Night City, en plus, dont la population n'a pas vraiment encore de rancœur contre eux. Donc d'autres villes ont été touchées, mais pas Night City, du moins par une frappe orbitale. Donc voilà, c'était cette petite vidéo. Allez, à ciao et à la prochaine.